Et donc salut tout le monde, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo début de Tour d'Espagne, début de cette Vuelta pardon 2025. Une Vuelta où on attend énormément de choses quand même, avec une grosse bataille pour le classement général. On attend forcément Jonas Vingegaard pour aller remporter ce Tour d'Espagne, mais attention, il y a beaucoup de concurrents, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Et d'abord, on commence avec le vainqueur de l'an passé, Primoz Roglic, qui lui n'est pas présent sur ce Tour d'Espagne, voilà. Primoz Roglic qui avait remporté un quatrième Tour d'Espagne l'an dernier, devant Ben O'Connor et Enric Mas, évidemment. Primoz Roglic était sur le Tour de France et il se repose pour la fin de saison. Bon, je pense que Primoz Roglic, lui, devrait plus se concentrer sur ce Tour de France. Il ne peut pas gagner le Tour de France, Primoz Roglic, il faut être honnête, hein, il n'a pas le niveau pour. Maintenant, voilà, je pense qu'il doit miser sur un record de Tour d'Espagne. Il l'a déjà gagné 4 fois, c'est le record actuel. Il est ex aequo avec un autre coureur, je sais plus son nom, mais d'il y a un petit moment quand même. Et il pourrait battre ce record et passer à 5 Tours d'Espagne, ce qui n'a jamais été fait par le passé. Donc évidemment, Primoz Roglic, il doit se concentrer là-dessus maintenant. Je pense que niveau Tour de France, ça va être compliqué. Niveau Giro, ça va là aussi être très compliqué. Donc je pense que le coureur slovène doit se concentrer sur ça. Maintenant, voilà, il n'a pas été sélectionné par l'équipe Red Bull Bora puisqu'il était sur le tour. On verra ce que ça donne évidemment pour l'année prochaine. Et on passe donc au classement général et au grand favori de ce Tour d'Espagne. Évidemment, le grand favori, c'est Jonas Vingegaard. Alors attention, il faut le préciser quand même, Jonas Vingegaard a le Tour de France dans les jambes. Et elle a eu 3 semaines de prépa pour pouvoir récupérer et se préparer pour ce Tour d'Espagne. Alors évidemment, comment est-ce qu'il a pu récupérer? Comment est-ce qu'il a pu gérer? C'est un petit peu la grande question qu'on se pose. Voilà, Tadej Pogacar, lui, n'est pas au départ. Il préfère ne pas y participer et se concentrer sur les courses d'un jour. Il l'a dit, hein, Tadej Pogacar, il est fatigué. Il pense déjà à la retraite alors qu'il a que 25-26 ans. Allez, 26 ans, je crois qu'il a. Bref, voilà, Jonas Vingegaard, lui, en tout cas, veut gagner le Tour d'Espagne. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler les coureurs ont un rythme très particulier, notamment par rapport à tout ce qui est nutrition, puis aussi le nombre de jours de course, hein, évidemment. C'est pas facile. Voilà, après Jonas Vingegaard, son début de saison, il n'a pas énormément couru non plus. Là, je pense qu'il va arriver avec une très grosse forme. C'est le grand favori de façon de Tour d'Espagne, mais attention parce qu'en face, il y a du beau monde. Et oui, hein, face au dauphin du Tour de France de cette année et de l'an dernier, puis donc double vainqueur du Tour de France, il faut le rappeler quand même. Mais on a Roi Almeida face à lui. Et oui, le Portugais de la formation UAE. Et moi, on parlait énormément de ce Portugais tout simplement parce que, je le rappelle, mais il participait au Tour de France. Sauf que sur le Tour de France, il a abandonné à cause d'une chute où je crois qu'il avait une côte un petit peu cassée ou décalée. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, il était blessé. Et bon, malheureusement, abandon, ça n'a pas aidé pour Pogacar pour la fin, je pense aussi. Mais Pogacar a quand même gagné le Tour de France sans problème. Et donc, on a Almeida qui arrive avec beaucoup moins de jours de course dans les jambes que Jonas Vingegaard. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Personnellement, moi, je pense que c'est positif. Il a eu le temps de se repréparer à 100%. Alors, je crois qu'il a pas trop couru hein, depuis le Tour de France. Donc, évidemment, je pense que le début de Tour d'Espagne va pas être tip-top pour Almeida. Mais il a l'avantage d'avoir un autre équipe très fort à côté, c'est Juan Ayuso, dont on va parler dans quelques temps. Mais voilà, Almeida, pour moi, a ses chances de battre Jonas Vingegaard au général. Je le rappelle, hein, Almeida a quand même battu sur Paris-Nice Jonas Vingegaard sur une étape de montagne. Alors, c'est vrai, les deux coureurs, enfin, surtout Vingegaard n'était pas à 100%. Almeida était plutôt pas mal, mais il n'était pas non plus à 100%. Donc évidemment, attendons de voir ce que ça va donner sur 3 semaines. On sait que Jonas Vingegaard, en général, en troisième semaine, est très très fort. Après, on est sur un Tour d'Espagne pas très particulier où il y a, je crois, 4 étapes de montagne, 5 étapes de montagne, et puis il y a 6 étapes de moyenne montagne. Donc, on est sur un Tour d'Espagne très particulier. C'est pas du tout comme le Tour de France, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Tour d'Espagne. Il y a très peu d'étapes de plat. Je crois qu'il y a 4 étapes de plat à peine. Donc, ça laisse très peu de marge pour les sprinteurs. Il doit y avoir un chrono où, bon, Almeida et Vingegaard se valent. Donc, je pense pas qu'il y aura d'énormes écarts. Peut-être que Vingegaard prendra 20 secondes d'avance sur un Almeida. Grand max. Mais ouais, non, attention, c'est pas des hautes étapes de montagne et on sait que sur des montées sèches, Almeida, c'est pas forcément le meilleur. Lui, il n'aime pas trop les accélérations, les coups d'accélération, les coups d'accélérateur, pardon. Il préfère les montées un peu plus longues, où il peut prendre son temps, faire péter au train, etc. On verra ce que ça donne. Évidemment, ça va être des montées quand même un peu plus courtes. Sur les grosses étapes de montagne, je sais pas ce qu'il va donner, mais attention, il y a aussi un autre coureur qui peut être intéressant. On va en parler tout de suite. Et oui, UAE arrive avec 2 leaders, hein. On parle évidemment de Ryan Ayuso qui a un petit peu échoué hein, sur le Giro, on va pas se mentir. Il était censé être le grand leader de cette équipe UAE. Ça n'a pas été du tout le cas. C'était Zach Del Toro qui a été bien meilleur. Mais attention à Ayuso, parce que franchement, chez UAE, on a une double carte à jouer. Alors, Vingegaard, pour moi, est largement au-dessus, mais attention,
Si cette équipe UAE joue intelligemment, ils sont capables de battre Jonas Vingegaard, je pense, voilà. On s'en rappelle, Tour de France 2022, on va pas refaire le même schéma, mais c'est Pogacar qui était tout seul face à deux Visma, très très fort, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Alors évidemment, on arrive sur deux coureurs quand même moins forts que Roglic et Vingegaard, mais attention, Ayuso est jeune et est en train de progresser. De l'autre côté, on a Almeida qui est un peu plus vieux que Pogacar, mais qui est quand même très fort en haute montagne. C'est pas pour rien qu'il était le grand coéquipier à la base de Tadej Pogacar sur le Tour de France 2025. Mais je pense qu'Almeida va être très fort, il va falloir s'en méfier. Et avec Ayuso en plus en carte, UAE a vraiment de quoi faire. Et je pense qu'ils sont capables de jouer intelligemment, d'aller battre Jonas Vingegaard. Il faudra juste pas falloir se mêler la poisson et pas nommer deux leaders à la fois. Je pense que voilà, tu peux sur des étapes de montagne essayer de faire péter Vingegaard, sachant que le Tour d'Espagne c'est long. Je pense que c'est pour ça qu'il faudra plus privilégier Vingegaard, pas Vingegaard, pardon, Almeida qu'Ayuso. Alors Ayuso a déjà fait troisième du Tour d'Espagne. À l'époque, c'était Remco Evenepoel qui avait remporté le Tour d'Espagne. Mais voilà, attention, chez UAE, il y a une belle armada. On passe à un autre coureur qui est intéressant aussi pour le classement général, c'est Michael Landa. Alors Michael Landa, je vois pas non plus trop aller gagner face à UAE ou face à même Vingegaard. Mais attention, pour un top 5, Michael Landa est plus qu'un client. On rappelle, hein, il n'a pas participé au Tour de France. Sur Giro, il est tombé. Il a pris une grave chute. Il avait dû abandonner dès la première étape. J'étais un petit peu dégoûté d'ailleurs parce que je voulais bien le voir sur ce Giro. Je voulais voir quel niveau il avait. Et donc, Michael Landa arrive avec une grosse préparation pour le Tour d'Espagne. Alors, dans quel état de forme il est? Ça va être sa course de reprise, je crois. Il ne me semble pas qu'il est non plus trop court. Peut-être qu'il a fait, peut-être fait la San Sebastian ou peut-être Almeida était aussi dessus. Je me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'ils étaient peut-être dessus. C'est pas impossible. Mais bref, il n'a pas eu de grosses courses de reprise encore actuellement, Michael Landa. Donc, le Tour d'Espagne, ça va être un premier test. Je pense qu'ils vont beaucoup être très forts en troisième semaine et je pense que la troisième semaine va être très intéressante à suivre. Les deuxième et troisième semaines vont être très, très, très dures. Donc ouais, on va voir ce que va donner Michael Landa évidemment. Mais pour moi, il peut faire un truc, Michael Landa. Il est accompagné de Valentin Paris-Pinte qui pourrait jouer un très gros rôle au sein de cette équipe en tant que grimpeur. Et bon, Michael Landa, on le sait, a quand même un très bon niveau en haute montagne. En moyenne montagne aussi, il est bon. Donc attention à surveiller l'Espagnol qui court en plus chez lui. Donc franchement, attention à lui, il peut faire un résultat. Et on passe à un autre coureur que j'adore, les gars, vous le savez, c'est Egan Bernal. Alors c'est vrai qu'en 2019, il adorait un peu moins. Hein. Je l'aimais pas tant que ça, puis finalement maintenant j'aime bien. Voilà, ça change, ça varie. Mais ouais, non, attention à Egan Bernal qui a fait un très bon Giro, qui a fini au top 10, qui pour moi sur le Tour d'Espagne a des arguments à faire valoir pour aller s'imposer. On sait que en chrono, il est pas super fort. Je pense qu'il est capable de faire des bons résultats en montagne. Et honnêtement, je suis plutôt confiant pour la suite hein, pour Egan Bernal qui depuis le début de saison montre de bonnes choses. Alors attention, on va voir ce que ça va donner. On arrive quand même en fin de saison à surveiller, mais je pense que Bernal va être très fort. Alors de là à battre Vingegaard et tout le tralala, ça va être compliqué, mais un top 5 aussi, ça paraît jouable pour le Colombien. Et puis on sait jamais hein, sur des faits de course, il peut se passer plein de choses. On l'a vu notamment sur le Giro où Simon Yates s'est imposé alors que c'était pas forcément le plus fort. Et on passe à un autre leader du classement général, Félix Gall. Et oui, Félix Gall qui a quand même participé au Tour de France, qui a fait 5e du Tour. Évidemment, Félix Gall, il est intéressant. Il est intéressant, Félix Gall, parce que il a de beaux gros points forts, je trouve, pour la haute montagne et pour la moyenne montagne. Il y a un seul chrono. On sait que c'est pas son point fort du tout. Donc forcément, on se dit, bon, voilà, pourquoi pas aller faire un résultat, se battre pour un top 5. Bon, on verra bien, évidemment. Alors sur le Tour de France, j'ai dit top 5, je suis pas sûr à 100% qu'il ait fait top 5, faut que je vérifie. Mais il me semblait qu'il avait... En tout cas, il a fait top 10, sûr. Il a fait top 10 du Tour de France. Donc c'est une très très grosse chose quand même, hein, il faut le dire. Mais ouais, non, je pense que attention à ce coureur parce qu'on sait qu'en troisième semaine, il est souvent très très fort. Alors là aussi, à voir, comme pour Jonas Vingegaard, comment est-ce qu'il a pu récupérer de ce Tour de France 2025. Il a quand même fait une bonne performance sur le Tour de France 2025, hein, il faut le dire. Maintenant, est-ce que ça a suffi? Il a bien fait 5e du général, les gars. Là, je regardais, il est à 17 minutes 12, 5e du général, Félix Gall. Donc voilà, top 5 sur le Tour de France. Pourquoi pas un top 5 sur le Tour d'Espagne? Ça me paraît pas improbable quoi. Donc on va voir évidemment, mais ouais, Félix Gall, je pense que pour le top 5, il peut être un coureur pas mal du tout. Il y aura aussi Léo Bizio à ses côtés hein, sur ce Tour d'Espagne. Léo Bizio qu'on va essayer évidemment de voir peut-être jouer une étape, j'espère, qui participe donc à son premier grand tour à peine 20 ans. Moi, j'espère le voir à un très bon niveau, Léo Bizio. On verra évidemment ce que ça va donner. Il a quand même participé à la Volta Burgos où il avait gagné une étape, où il avait battu, je crois, Del Toro, il avait battu un autre coureur, je sais plus qui c'est qu'il avait battu. Enfin, bref, il avait été très très fort, Bizio. Donc je pense que c'est un vrai gros coéquipier auprès de Félix Gall. Et puis si Félix Gall se plante, peut-être qu'on jouera sur le Bizio au final. On verra évidemment.
Mais en tout cas, je pense que ça va être pas mal pour Bizio de jouer en tant qu'équipier pour commencer ce Tour d'Espagne, parce que bon, on va pas se mentir, c'est son premier grand tour. Je pense pas qu'il ait envie d'aller gagner le général, ou en tout cas, je pense pas qu'il en ait les moyens de façon. Donc je pense que le mieux, c'est qu'il se concentre là-dessus, qu'il se crame pas, qu'il prenne de l'expérience. C'est vraiment parfait pour Léo Bizio. Et puis Félix Gall, c'est encore qu'il a de l'expérience quand même, mine de rien maintenant. Avec un top 5 sur le Tour de France, il peut participer sur ce Tour d'Espagne pour aller gagner une étape, jouer le top 5 en général. Il y a des trucs à faire pour Félix Gall et pour l'équipe Decathlon G2R. On passe du côté de la Red Bull Bora, les gars. Et chez Red Bull Bora, il y a un coureur qui m'intéresse énormément, c'est Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari qui a fait top 10 sur le Giro, on rappelle, alors que c'était Primoz Roglic le leader. Donc évidemment, au début, il jouait pas trop sa carte. Quand il a joué sa carte, très intéressant à voir, parce qu'il a réussi quand même à suivre les meilleurs. Alors attention, il n'y avait pas non plus des Vingegaard, des Almeida, mais attention. Alors Ayuso était pas bien, donc il a battu Ayuso. Bon, il a fini par abandonner même Ayuso, mais il était quand même pas mal Pellizzari, j'ai trouvé. Et bon, ils y vont avec deux leaders, avec Jay Hindley aussi, en leader de côté de la Red Bull Bora. Alors je vais pas vous mentir, Jay Hindley, les gars, depuis le début de saison, il a pas fait un seul résultat. J'ai un petit peu du mal à croire que il peut faire un résultat un top 10 au général. Alors attention, on verra bien évidemment comment il s'est préparé. Peut-être qu'il sera meilleur que d'habitude. On verra. Mais moi, j'aimerais bien voir Giulio Pellizzari leader plutôt que coéquipier, ou alors qu'il joue deux cartes comme ils ont pu faire sur Tour de France avec les Povic Roglic. Là, j'aimerais bien voir un duo Pellizzari, Hindley. Ça pourrait être intéressant. Surtout que je pense que Pellizzari est quand même plus fort. Alors attention, dans quel état de forme Pellizzari arrive. Il y a quand même eu pas mal de temps de repos. Il a eu le temps de se préparer correctement depuis le Giro. Mais attention, on ne sait pas dans quel état de forme il arrive. Ça va être un petit peu compliqué de voir qui est en grande forme, qui est pas en forme. On le saura dès les premières journées de montagne, de toute manière, ça va être un petit peu révélateur. Mais je pense que Pellizzari a de bonnes choses à montrer. On passe quand même du côté de la start list, il y a quand même quelques trucs un petit peu à regarder. On commence donc avec l'équipe UE, qui arrive avec une très grosse équipe centrée sur la montagne. Donc je disais Almeida, Ayuso pour jouer le général. D'ailleurs, on a des bons rouleurs comme Michael Berg, des coureurs capables d'accompagner en montagne. Je pense notamment à Marc Soler, même à Jay Vine, qui est quand même pas mal. Donc je pense qu'il y a deux, trois trucs à faire du côté de l'UE en montagne pour faire exploser un petit peu Vingegaard, peut-être en montagne, on verra évidemment comment réagit le Danois du côté justement de la Visma Lease Bike. On vient avec une bonne équipe tout de même, accompagné de Matteo Jürgensen, Kalderman, Sepkus. C'est quand même des gros coureurs qui sont là, on va pas se le cacher. Visma arrive avec une vraie équipe autour de Jonas Vingegaard. Alors attention, je le disais déjà, mais voilà, Vingegaard a le Tour de France dans les pattes, tout comme Campenars, tout comme Jürgensen, tout comme Sepkus. Donc on est avec une équipe un petit peu entamée. Alors là aussi, comment est-ce qu'ils ont pu se préparer, comment est-ce qu'ils sont physiquement, on le saura que dans les premiers jours de course. Je pense qu'ils sont pas si mal que ça. De toute façon, s'ils alignent une équipe comme ça chez Visma, c'est qu'ils sont pas mal. Évidemment, Vingegaard est le grand favori, mais attention, il y a des grosses équipes quand même en face et évidemment, on pense à UAE. D'autres équipes, bon voilà, Lidl Trek avec Giulio Ciccone, j'en ai pas beaucoup parlé de Giulio Ciccone, qui pour moi doit faire figure de grand leader de cette équipe Lidl Trek. Le problème, c'est qu'il n'a pas une équipe folle au niveau du classement général. Ça va être compliqué d'aller gagner même un top 5, ça va être compliqué, il est tout seul, il n'y a pas de gros coéquipiers en haute montagne, t'as peut-être Bagueli qui peut l'aider un tout petit peu, Julien Bernard par-ci par-là, mais le reste c'est compliqué. Alors oui, il y a Carlos Verona qui peut jouer sa carte aussi pour aider Ciccone, mais je trouve que l'équipe est pas non plus extraordinaire. On est sur une équipe quand même plus centrée sur Mats Pedersen qui lui aura des chances d'aller gagner au sprint, d'aller gagner des étapes. Il va affronter un gros coureur, Jasper Philipsen, donc ça va pas être facile. Je pense qu'il est capable d'aller rapporter le maillot vert parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes de vallon. Je pense que Pedersen peut faire un Giro bis. Voilà, il va rester à la Volta et faire un nouveau Giro. Je pense qu'ils sont capables de gagner pas mal d'étapes du côté de chez Lidl Trek. Évidemment, j'espère que Ciccone, lui, répondra présent. Il sera très fort parce que, bon, voilà, sur le Tour de Burgos, justement, c'est lui que je cherchais, que Léo Bizio avait battu. Mais Ciccone sur le Burgos, il avait été très fort. Et Ciccone sur le Giro, il avait été très fort aussi dès le départ, mais bon, il était tombé, donc compliqué. Mais Ciccone, franchement, j'ai hâte de le voir en tant que leader. J'espère qu'il va pas tomber parce que, franchement, dès qu'il tombe, c'est chiant. Parce que du coup, il peut courir correctement. Mais quand il tombe pas, les gars, c'est un coureur qui est très très fort et à surveiller. Bon, chez Movistar, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a quelques coureurs qui peuvent être intéressants pour les étapes. Pablo Castrillo, par exemple, ou même encore Cepeda. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On passe maintenant du côté de chez Red Bull Bora et Soudal Quick-Step. Alors, Red Bull Bora, j'en ai déjà un peu parlé quand même. On va pas se le cacher, mais voilà, Jay Hindley, Giulio Pellizzari. C'est pour moi les deux gros leaders. J'espère vraiment voir Giulio Pellizzari en tant que leader, plus que Jay Hindley. Maintenant, on va voir qui sera vraiment nommé comme leader. On voit quand même qu'il y a Giovanni Aleotti, Nico Dens, Fisher Black. Il y a du beau monde, mais j'espère vraiment que les deux leaders vont être utilisés correctement chez Red Bull Bora et pas comme vraiment sur le Tour de France. Sur le Tour de France, je trouve que ça n'a pas été super bien géré. Là, j'espère que ce sera mieux géré. La Souda Quick Step, donc je le disais, on arrive avec une grosse équipe quand même centrée sur la montagne et avec Michael Landa ou Junior Le Cerf qui sera là pour aider Michael Landa aussi. Donc Valentin paraît pas on rappellera vainqueur au Ventoux sur le Tour de France. Il y a Maximilian Sherman, Maury Van Venant, Louis Verbeek. Il y a des gros coureurs, Garofoli qui a fait un excellent Tour d'Italie.
Donc je pense que Landa a une vraie équipe autour de lui pour le coup là. Alors c'est pas des gros coureurs non plus comme chez Visma, comme chez UAE ou quand même comme chez Red Bull, mais il y a une belle équipe du côté de la Suzuka Quick-Step je trouve. Chez Ineos, c'est quand même une équipe ultra intéressante avec un Magnus Sheffield qui sera là pour épauler Egan Bernal sur le plat et même peut-être dans les étapes un peu vallonnées. On a aussi Philippe Ogana qui sera pas mal aussi pour venir rouler. Bob Jungels, pas mal aussi intéressant. Katowski, Langelotti, Rivera et Ben Turner. Bon, c'est pas une énorme équipe pour la montagne, mais ça reste une équipe quand même assez complète pour aller gagner des étapes. Je pense qu'ils sont capables d'aller gagner quelques petites étapes par-ci par-là. Et je pense de toute façon que Ghana a ses chances sur le chrono. Donc écoutez, je trouve que Ineos ils ont une belle équipe, mais ouais, il manque un petit truc quand même pour la haute montagne, je pense, pour aider Egan Bernal. L'Alpecin de Koenig, je le disais, bon voilà, ce sera tout pour Jasper Philipsen, hein, personne ne sera là pour gagner autre chose, donc les étapes de place, ça va être le gros du Tour d'Espagne pour l'équipe de Koenig, Alpecin, mais ouais, sinon les autres étapes de montagne, étapes de moyenne montagne, étapes de vallon, ça va être compliqué. Philipsen va devoir tout simplement venir s'imposer sur des étapes de place, c'est pas plus compliqué que ça. L'équipe IF Education, easy pot, les gars, c'est un peu dommage parce que bon, c'est pas une très grosse équipe, on va pas se le cacher, il y a pas de gros coureurs parce qu'il y a pas Richard Carapaz et je suis dégoûté les gars, j'aurais tellement aimé voir Richard Carapaz sur ce Tour d'Espagne parce que je pense qu'il aurait été très fort au vu de ce qu'il a monté sur le Giro. On verra bien ce que ça donne évidemment pour cette équipe IF Education, mais bon voilà, je pense pas qu'il y ait quelque chose à jouer pour eux hein, malheureusement. Ça va être compliqué, ils ont quand même fait un très beau Tour de France. Je pense que le Tour d'Espagne, pardon, ils vont passer un petit peu à côté. L'équipe Decathlon H2R, la mondiale, j'en parlais justement avec Félix Gall en tant que leader et Léo Bizio, évidemment, c'est le coureur qu'on va énormément regarder. Je vais aussi énormément regarder Jonas Stolmite pour cette équipe Decathlon H2R parce que Stolmite, les gars, c'est un jeune coureur lui aussi, mais très fort en montagne. Donc je pense que voilà, Félix Gall vient avec une vraie équipe autour de lui. Et je pense que Bizio et notamment Stolmite vont être très forts. Je vois bien Callum Scudson qui a fait un très bon Tour de France à un bon niveau. On voit aussi qu'il y a Nance Peters, il y a Jordan Labrosse, il y a du beau monde, et puis Bruno Armirail, évidemment, pour moi, qui va être un des plus gros coéquipiers de Félix Gall, que ce soit sur le plat, en ballon, en moyenne montagne, et même en montagne. Pour moi, Bruno Armirail va jouer un très gros rôle, on le rappelle, hein, il part probablement à la fin de la saison chez Visma. Donc voilà, une équipe très bien pour Félix Gall, très grosse équipe, et je pense qu'il y a des bons résultats à aller faire chercher quand même pour cette équipe Decathlon Jeux Désert, avec au moins une victoire d'étape, je l'espère. On passe à l'équipe Bahrain Victorious. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé de cette équipe Bahrain Victorious depuis le début de la vidéo. Voilà, on y arrive, mais il y a une belle équipe hein, là aussi, de gros leaders, 3 leaders possibles à voir. Tiberi, Buitrago et Caruso. Alors évidemment Jack Egg, on pourrait en parler comme un leader, mais je pense qu'il sera plus utilisé comme un coéquipier. Je pense de toute façon de tous les cas que le grand leader ça va être Tiberi. Déjà sur le Tour d'Italie, il avait fait un bon Tour d'Italie quand même Tiberi, même si bon voilà sur la dernière semaine on l'avait un petit peu craqué, un peu moins fort sur cette dernière semaine où il avait perdu quand même pas mal de temps. On va voir comment réagit Tiberi sur ce Tour d'Espagne et on va voir aussi comment réagissent ses autres coureurs. Je pense évidemment à Buitrago qui pour moi a des arguments à faire valoir. Donc il y a une belle équipe hein, du côté de cette équipe Bahrain Victorious qui pour moi a une grosse équipe capable d'aller faire un gros résultat au classement général. Il y a des étapes qui seront sûrement à aller chercher. Mais bon, je pense que malheureusement, il n'y a pas de coureur réellement capable de gagner le classement général et même de faire un podium. Ça me paraît compliqué. Maintenant, un top 5, c'est carrément jouable. On passe du côté de la Q36.5, l'équipe de Tom Pitcock évidemment. Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est les équipes invitées, il n'y a pas grand-chose à voir, mis à part Tom Pitcock. De toute façon, les autres équipes invitées, les gars, je ne parlerai pas plus que ça, car Rural, je ne veux pas en parler. Mais la Q36, on a obligé d'en parler parce qu'il y a Tom Pitcock, et je pense que Pitcock est capable d'aller gagner une étape en échappée, ou même une étape de vallon. Il est capable d'aller en gagner une, il n'y a pas de Pogacar, donc évidemment, quand il n'y a pas Pogacar, les étapes de vallon, c'est plus que jouable. Je pense que Vingegaard s'accroche plus que ça sur Pitcock. Je pense que de toute façon, Vingegaard n'a pas le niveau, au niveau punch, pour aller battre Pitcock. Alors évidemment, sauf qu'il part de loin et qu'il réussisse à le distancer, mais j'y crois pas beaucoup. Je pense que Pitcock est capable d'aller gagner au moins une étape sur ce Tour d'Espagne. Ça devrait être son objectif et pourquoi pas même un possible même meilleur grimpeur pour lui. Du côté de l'Astana, on n'a pas d'énormes coureurs, hein, on va pas se mentir. Alors Terrada, capable d'aller gagner une étape peut-être, le général ça me paraît compliqué. Lorenzo Fortunato là aussi, hein, capable d'aller gagner le général, d'aller gagner une étape, pardon, capable d'aller gagner peut-être le maillot de grimpeur, là aussi. Hein. On pense évidemment au Giro immédiatement. Sergio Guita, bon voilà, là aussi très compliqué. Hein. Depuis quelques temps, il ne marche plus très bien. Pareil pour Fausto Masnada. Woodpools, pareil. Il y a quelques coureurs qui peuvent, pourquoi pas aller faire un résultat sur une petite étape. Voilà, il y a une ou deux étapes. Je pense que c'est jouable pour cette équipe Astana, mais au vu du niveau qu'il y a déjà sur ce Tour d'Espagne, ça va être quand même vachement compliqué. On va pas se le cacher. La Groupama FDJ, la première, enfin la deuxième équipe française qu'on voit, évidemment, le leader, ça va être Godu avec Martin. On va pas se mentir, là aussi, j'y crois pas beaucoup. Pour aller chercher un top 10, ça me paraît compliqué.
Gaudu, depuis le début de saison, c'est pas trop ça. On va voir comment il va être, en termes de niveau. Je pense que Gaudu doit pas se concentrer sur le classement général. Pareil pour Guillaume Martin, le général, ça sert à rien. Si c'est pour aller faire une vie 10e place au général, on en a rien à foutre. Voilà, je vais parler clairement, les gars, on en a rien à foutre. Qu'il fasse 10e ou 15e du général, je m'en tape complètement. Qu'il fasse 10e ou 200e, je m'en fous. Ça sert à rien. Je préfère Gaudu aller chercher des étapes. Franchement, les gars, Gaudu, on l'a déjà vu faire 4e du Tour de France de 2022, je crois. Ou 2021. 4e du Tour de France 2021. On s'en fout complètement, les gars. On en a rien à faire, en fait, qui joue le général. Voilà, moi, je veux le voir aller gagner une étape. C'est ça que j'ai envie de voir pour Gaudu. Il faut qu'il reprenne en confiance. Et on va pas se le cacher. Le général, il a aucune chance. Déjà finir dans les diffs, c'est même pas sûr. Parce que sur 3 semaines, il peut y avoir des risques où tu peux tomber. Mentalement, c'est aussi pas facile parce que tu dois être concentré chaque jour de course, même sur les étapes de plat. La Gaudu, il va pouvoir être un peu moins concentré sur certaines étapes de plat. Sur chrono, il sera pas obligé d'être à fond. Bref, pour moi, il doit jouer les victoires d'étape. Pourquoi pas aussi aller chercher un moyen de grimpeur, lui aussi, il peut se battre pour ça. Pareil pour Guillaume Martin, les gars, on le sait, il a fait je sais pas combien de fois de top 10 du Tour de France. Tour d'Espagne, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que tu attends de plus dans l'histoire? Un coureur qui a gagné une étape, quelqu'un qui a fini 10e du général. Voilà, pour Guillaume Martin, je pense que ça va quand même être très compliqué hein, d'aller jouer un top 10 de toute façon. Donc voilà, pareil, victoire d'étape et des Gaudu peut-être, ça peut être intéressant. On passe directement à l'équipe Jayco, les gars, avec Ben O'Connor, évidemment, pour y jouer peut-être le général. Alors, on se rappelle, en 2024, il avait fait deuxième derrière Primoz Roglic. Bon, vu ce qu'il montre depuis le début de saison, c'était 2024, il avait fait deuxième, ah ouais. C'est sa première année chez Jayco, du coup, ouais. Je pensais que c'était plus longtemps, mais non, ouais, Ben O'Connor qui, bon, à mon avis, ça va être quand même très compliqué d'aller jouer une place au général. Je vois plus aller chercher des victoires d'étape. Là aussi, pourquoi pas un meilleur grimpeur, mais victoire d'étape en priorité pour Ben O'Connor, qui a fait quand même un beau Tour de France avec une victoire d'étape, hein, faut le rappeler. Mais voilà, O'Connor, franchement, faut qu'il se concentre là-dessus, pas sur autre chose. Ça sert à strictement rien d'aller jouer le général. Je pense pas qu'il ait le niveau, surtout, encore une fois, au vu du niveau qu'il y a déjà sur ce Tour d'Espagne. Il y a des gros coureurs. Ça sert à rien d'aller vouloir faire un top 10, pareil que pour Gaudu. En plus, O'Connor, depuis le début de saison, il montre pas forcément énormément de bonnes choses, mais c'est pas sur le Tour de France. Il ferait mieux de se concentrer là-dessus, je pense. Bon, après voilà, les autres équipes, c'est quand même un peu moins intéressant, on va pas se le cacher. Il n'y a pas de gros leaders. Alors, la Cherkia, il n'y a pas grand monde. Chez Cofidis, pas grand monde non plus. Brian Cocker pourrait aller peut-être jouer une étape. Ça me paraît quand même compliqué au niveau du plateau de sprinter. Après voilà, c'est les autres équipes, rien d'intéressant, hein, je le disais déjà, mais il n'y a pas grand-chose à aller voir. Chez Israël Premier Tech, on pouvait peut-être avoir des gros leaders style Derek Guy, mais personne n'est présent. Donc voilà, franchement les gars, bon voilà, il y a quand même vainqueur du tour d'une étape du Tour d'Italie, Casper Van Enden qui est là, mais pareil, je pense que sprint face à Philipsen, ça tiendra pas. Je pense que on a fait le tour des grosses équipes quand même les gars, hein. On va pas se mentir, voilà, chez UAE et chez Visma, ça va être les deux grosses équipes à surveiller. Je pense que chez Le Trek, il y a aussi pas mal de trucs à voir. Mais ouais, non, il y a un beau Tour d'Espagne qui s'annonce, je pense que ça va être très intéressant à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Moi je vais faire juste mon petit pronostic avant de clôturer cette vidéo. N'hésitez pas aussi à dire votre pronostic en commentaire. En première place, je verrais bien Jonas Vingegaard. Au classement général, quand même, voilà, même s'il y a une belle équipe du je vois pas trop comment Vingegaard peut perdre ce tour d'Espagne. Évidemment, deuxième, je verrais bien Almeida. Et troisième place, allez, un petit Giulio Pellizzari. Je prends un petit risque. C'est un peu risqué, mais je me dis pourquoi pas. Malgré le plateau très relevé, je me dis, il y aurait Red Bull, il y a peut-être un truc à faire. Allez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à commenter votre pronostic, à liker la vidéo, à vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye la team, c'était Cycling Time.